Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'analyse linéaire du dénouement de la pièce On ne badine pas avec l'amour. Comme d'habitude, j'insisterai sur le sens à donner, à privilégier à l'examen et pour vous-même, plus que sur les relevés que je souligne avec des couleurs. En effet, maîtriser son texte, c'est en proposer une interprétation, un véritable commentaire, et c'est ce qui vous manque généralement, c'est ce sens à donner. Trop souvent, les lectures linéaires produites à l'examen témoignent d'un manque de maîtrise et se réduisent à une liste plus ou moins décousue de procédés, appris par cœur, souvenirs de cours et d'autres PDF piochés sur Internet. Pour l'EAF, il faut bien s'imprégner de ces lectures, les avoir comprises et proposer une vraie lecture dans tous les sens du terme. Publiée en 1834, cette courte pièce de Musset évoque les réflexions d'un jeune auteur romantique sur les tourments amoureux, qu'il connaît avec George Sand. Les deux protagonistes, Camille et Perdiccas, sont destinés à un mariage d'amour, mais Camille le refusant et préférant l'amour de Dieu, a exprimé un refus qui a conduit les deux jeunes gens à des stratagèmes, mensonges, provocations, petites vengeances en chaîne. À la fin de la pièce, Perdiccas s'est engagé à se marier avec Rosette, la sœur de lait de Camille. Et c'est cette ultime menace, très concrète, qui amène les deux protagonistes à laisser s'effondrer les remparts de leur orgueil. Ils se retrouvent ici dans un oratoire, seuls, sans savoir que Rosette les épie, et ils se livrent enfin à l'aveu sincère de leur amour. Notre projet de lecture consistera à montrer comment ce dénouement brutal permet d'accéder à une réflexion plus profonde et d'inscrire cette comédie proverbe dans le genre du drame romantique. Les mouvements du texte sont les suivants. De la ligne 1 à 23, Camille et Perdiccas se révèlent enfin leurs sentiments, dans un élan empreint de remords et de sincérité poignant. De la ligne 24 à la fin, la mort inattendue de Rosette conduit à une issue tragique. Procédons à la lecture du texte. Perdiccas. Insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelles vaines paroles, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Ô mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pécheur céleste, tu l'avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme, cet inestimable joyau. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous a menés l'un vers l'autre avait une pente si douce, il était entouré de buissons si fleuris, il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait conduits à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Ô insensé, nous nous aimons. Il la prend dans ses bras. Camille. Oui, nous nous aimons, Perdiccas. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Perdiccas. Chère créature, tu es à moi. Il l'embrasse. On entend un cri derrière l'autel. Camille. C'est la voix de ma sœur de lait. Perdiccas. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivie sans que je m'en sois aperçue. Camille. Entrons dans cette galerie. C'est là qu'on a crié. Perdiccas. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. Camille. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel. Perdiccas. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Camille sort. Perdiccas. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés, nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai un mari. Je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Ne faites pas cela. Ô Dieu, vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Camille rentre. Camille. Elle est morte. Adieu, Perdiccas. Dans la première tirade, Perdiccas exprime avec force l'intensité de son émotion face à ces retrouvailles inespérées. Déjà fâché de l'erreur de Camille, il prend conscience aussi de la sienne. Les exclamations et les interrogations, l'effet d'insistance produit par l'anaphore, en quel, repris en écho par lequel, souligne la violence de cette révélation à soi. Comme dans une tragédie où l'issue finale est précédée de la fameuse scène de la révélation, le voile de l'illusion est levé sur l'horreur des erreurs commises précédemment.
Et c'est par l'accumulation des pronoms de la première personne du pluriel, nous, que le héros évoque deux sentiments contradictoires. Heureux de cette réunion, qui semblait avoir disparu à jamais, il est aussi accablé par tous les événements malencontreux qu'ils ont déclenchés eux-mêmes. L'égarement signifié par les mots vaines paroles, misérable folie, trompée, notamment, souligne cet aveuglement dont ils ont été victimes. Et ces champs lexicaux de l'illusion et de la faute morale, déjà très présents, annoncent le développement tragique de la fin, souligné par l'adjectif funeste, comme si la mort rôdait déjà autour des deux amants. Et ils sont pleinement responsables des souffrances causées, à part égale. Dieu leur a ouvert le chemin du bonheur et ce sont eux qui l'ont semé d'embûches. Accentuant le rythme martelé de cette tirade, le groupe ternaire, la vanité, le bavardage et la colère, l'anaphore, il a bien fallu, reviennent sur leurs péchés passés, insistent sur le repentir. Ensuite, c'est à nouveau dans une longue métaphore romantique que Perdiccas rappelle le chemin parcouru. Tels des pénitents, les deux jeunes gens expient leurs fautes, ils s'en remettent aux dieux pécheurs pour leur pardonner leur orgueil et osent encore espérer l'union à laquelle ils avaient été destinés. Rappelons que la scène se déroule dans un oratoire où Camille s'est jeté au pied de l'autel et que Perdiccas s'en remet à l'autorité de la nature. Ce sanctuaire religieux, isolé loin du monde, permet donc la réunion des deux sensibilités très différentes, sous la protection divine, quelle qu'elle soit. Perdiccas, sur le ton de l'élégie, rappelle une fois de plus la toute-puissance d'un monde où ces deux êtres fragiles, noyés dans l'océan d'ici-bas, sont soumis aux épreuves de la vie terrestre. Les adverbes intensifs, si, le soulignent, l'homme est voué à la souffrance, si pénible, si rare, dans un univers harmonieux, dans un ordre naturel qui le dépasse, si fleuri, si tranquille. Cette nature réunit tous les règnes dans une beauté inégalée, marquée par les termes laudatifs, perles et joyaux inestimables. Et les deux enfants gâtés, de par l'inconscience de leur jeunesse, n'ont pas su s'orienter sur le chemin tracé. Ils n'ont pas été le jouet des dieux, mais ils ont joué eux-mêmes, en aveugles, avec le don qui leur avait été accordé. Cette forme de confession à laquelle se livre Perdiccas est tout à fait poignante. De par sa lucidité et son humilité, le spectateur ou le lecteur s'attend à ce que Dieu, que le héros invoque et implore à la deuxième personne du singulier, pardonne les deux enfants. Revenus à la lucidité et à l'humilité, les deux êtres peuvent s'unir, alors physiquement. Il la prend dans ses bras, ils partagent un baiser. La reprise en écho de « Nous nous aimons » souligne cette communion que les deux héros s'étaient refusée, sous les yeux d'un Dieu témoin bienveillant. L'emploi du futur de certitude par Camille traduit cette assurance qu'ils ont d'agir selon ses vœux, réunissant deux êtres éprouvant un amour sincère. La pièce pourrait s'achever ainsi, mais ce qui en fait l'originalité, c'est ce dernier rebondissement. Le sort de tous les personnages n'est pas réglé. Rosette apparaissait comme un personnage secondaire. Effectivement, le spectateur et le lecteur se seraient doutés qu'elle aurait finalement contracté un mariage décent avec un homme de son rang, et que cette plaisanterie de mariage avec Perdiccas devait en toute logique lui être épargnée. Néanmoins, on aura compris que l'auteur avait à délivrer une leçon importante sur l'orgueil, et que ce défaut était à condamner sévèrement. Chose qu'il fait en tuant ce troisième personnage en martyr. Rosette était cachée, sans que le spectateur le sache non plus, ce qui renforce la violence de sa mort inattendue. Les asyndetes et la brièveté des répliques marquent une accélération vers la fin brutale. La stupéfaction des deux amants est empreinte d'inquiétude. Camille se préoccupe de sa sœur de lait qu'elle désigne comme telle. Elle veut qu'ensemble ils lui portent secours ensuite. Musset rappelle ainsi l'importance du trio d'enfants qu'ils formaient durant leur enfance et redonne son importance au personnage de Rosette, qui n'est pas une simple paysanne faisant office de figurante. Perdiccas, quant à lui, paraît totalement affolé et se doute déjà de l'issue terrible qui les attend. Clamant son innocence, il rappelle le soin qu'il a pris d'écarter Rosette de ce jeu. Il l'a laissée, c'est elle qui aurait désobéi en le suivant. Il ne s'en est pas aperçu. Il a tout fait pour lui épargner une douleur supplémentaire. Il se sait responsable de sa mort qu'il a comprise. Ses mains sont symboliquement couvertes de sang. La mort et le registre tragique envahissent cette deuxième partie. Le champ lexical est surligné, ainsi que l'image des enfants qui ont joué et causé le mal sans le vouloir dans leur badinage amoureux. Quant à Camille, elle garde encore espoir quant au sort de Rosette. Elle vole à son secours, sans Perdiccas qui apparaît totalement paralysé et brutalement glacé par un froid mortel subi, contrastant terriblement avec l'envolée lyrique et pleine de chaleur qu'il venait de produire. En l'absence de Camille, Perdiccas adresse une ultime prière à Dieu. Prêt à accepter la justice divine, reconnaissant ses torts, il s'engage par l'emploi du futur à racheter sa faute. Le rythme haché, les asyndetes,
rendent pressante sa prière. Elle est sujet des verbes, soulignant bien que Perdiccas saura d'une autre manière se consacrer au bonheur de Rosette. Il se montre garant devant Dieu du bonheur de la jeune paysanne, si Dieu, par miracle, voulait leur accorder cette dernière chance, inespérée. Revenant encore sur leur inconscience et leur jeu d'enfant irresponsable, insensé, Perdiccas espère les sauver, en rappelant qu'ils ont le cœur pur, ayant eu au moins le mérite de ne pas être malveillants ou corrompus. C'est sans surprise que la dernière réplique de Camille annonce la mort de Rosette et leur séparation définitive. Elle est morte, adieu Perdiccas. La brièveté de l'annonce, la gravité du ton et la prise de décision finale tranchent avec les effusions de sentiments précédentes. Cette mort les a ainsi fait entrer brutalement dans l'âge adulte. Une innocente est morte et avec elle l'innocence des deux adolescents, privés à jamais d'un bonheur commun. Ainsi, Alfred de Musset, avec cette courte pièce en 3 actes, aux tons et registres variés, propose un dénouement particulièrement original. De par son caractère inattendu et tragique, le titre se trouve parfaitement illustré par cette intrigue à valeur d'anecdote. Les deux amants, auxquels se sont attachés les spectateurs et lecteurs, se retrouvent enfin, prêts à partager un amour pur, sincère, profond, pour être brutalement séparés définitivement. Sévère leçon que livre le dramaturge, tout comme dans Les Caprices de Marianne, à la tonalité plus grave, où Marianne et Octave doivent renoncer à leur amour sur la tombe de Célio, l'innocent sacrifié. Ainsi, vous aurez constaté encore une fois qu'il est impossible de s'arrêter à tous les mots dans une explication linéaire, et qu'appliquer une analyse ligne par ligne serait beaucoup trop laborieuse à écouter et chronophage pour entrer dans le cadre des 10 minutes, même en haussant le débit de parole. Entraînez-vous donc régulièrement afin d'épurer vos présentations pour le mois de juin. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.